Ah, quelle est belle Massalia, cette cité grecque en bordure du pays celto-ligure. Depuis des années, son port est devenu l'un des principaux de la Méditerranée. Salut l'ami! Ouf, tu m'as fait peur. Je ne t'avais pas entendu arriver. Tu le connais? Qui? Lui? C'est Pythéas, un massaliote d'origine grecque. Il a de bonnes connaissances en mathématiques et en astronomie et essaye de les mettre en pratique avec l'observation de l'ombre d'un gnomon. Un gnognon? Un gnomon. N'importe quel piquet, planté droit dans le sol, peut faire l'affaire. Pythéas utilise cet obélisque pour mesurer la longueur de son ombre. Il fait de la science dans la plus pure tradition grecque, comme les philosophes Thalès et Anaximandre qui l'ont précédé d'environ 250 ans. Il vivait à Milet, ville proche de Phocée, d'où sont venus la plupart des massaliotes grecs. Le gnomon aurait été introduit en Grèce par Anaximandre, qui le tiendrait peut-être des Égyptiens. Cette ombre varie curieusement au cours de la journée. As-tu déjà regardé les étoiles la nuit? Oui, et alors? Elles semblent toutes parcourir des trajectoires circulaires dans le ciel. Eh bien, au cours de la journée, le soleil décrit lui aussi un arc de cercle. Du coup, l'ombre du gnomon se déplace au sol et son extrémité décrit une courbe plutôt curieuse. Par contre, sur ce scaphe, qui est une sorte de bol, l'extrémité de l'ombre du gnomon décrit des trajectoires circulaires. C'est plus facile à lire. C'est tout de même étrange que tous les astres, petits ou gros, brillants ou pas, effectuent le même déplacement circulaire dans le ciel chaque jour. Les anciens avaient imaginé que la Terre était un disque plat, flottant sur les océans, retenu par la sphère céleste qui l'entourait. Ils croyaient que le ciel tournait autour de cet ensemble, entraînant les étoiles, mais aussi le Soleil, la Lune et les planètes dans un mouvement de rotation. Y avait-il d'autres représentations de l'univers? Dans un monde de cercles et de sphères, l'idée d'une Terre plate allait à l'encontre du principe d'harmonie et de perfection divine prôné par les pythagoriciens un siècle plus tard. Avec cette philosophie, ils considéraient la Terre comme devant être sphérique. Waouh, tu en sais des choses, toi. Depuis cette époque, on cherche à prouver que la Terre est bien ronde. Mais bon, une terre ronde, c'est difficile à imaginer. Monte sur mon dos, je t'emmène à la plage. Regarde, les bateaux qui approchent à l'horizon. Leurs mâts et leurs voiles apparaissent bien avant d'apercevoir leur coque. C'est bien là un indice qui montre que la surface de la Terre est au moins courbe. Je vois. Au-delà de quelques kilomètres de distance, quelque chose situé à la surface de l'eau disparaît complètement vu depuis la plage. Viens, suis-moi, on va se mettre à l'ombre. Que veux-tu me montrer? Regarde, lors d'une éclipse de lune, quand le soleil, la terre et la lune sont alignés, les savants grecs avaient remarqué que la forme de l'ombre de la terre projetée sur la lune était toujours circulaire. Cette constatation leur permit d'en conclure que la Terre devait avoir une forme sphérique. Mais ça marcherait aussi avec un disque, non? Tu as raison, mais seulement si l'éclipse se produit au milieu de la nuit. En début de nuit, quand la Lune est basse sur l'horizon, l'angle qu'elle ferait avec la Terre imposerait d'avoir une forme très ovalisée, chose qu'on ne voit jamais. Hé, ne mange pas ma maquette! En mesurant la taille de l'ombre de la Terre, on a pu en déduire que la Terre était environ 3 fois plus grosse que la Lune. Mais on dirait que Pythéas a envie de faire ses propres mesures pour évaluer la taille de notre planète. C'est vrai que pouvoir répondre à cette question doit trotter dans la tête de bien des savants. Aussi, si tu regardes régulièrement le ciel, tu te rendras compte que les planètes semblent continuellement se déplacer sur un grand cercle qu'on appelle l'écliptique. L'écliptique? Oui, ça correspond au chemin que suit le Soleil au cours de l'année devant les étoiles. La Lune, qui se déplace sur un chemin un peu différent, le croise en 2 points. Lorsqu'elle se trouve sur l'une des intersections et que le Soleil s'y trouve aussi, il se produit alors une éclipse, d'où ce nom d'écliptique. Et comment les planètes se déplacent-elles sur l'écliptique?
Pour Platon, plus un astre était rapide et plus il était proche de la Terre. Dans l'ordre, il mit la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Mais il observa aussi des irrégularités dans les mouvements de ces astres, et un de ses élèves, Eudoxe de Cnide, rajouta pour les expliquer un certain nombre de sphères concentriques mues avec des vitesses et directions différentes. Ce modèle devient vraiment compliqué. Je ne te le fais pas dire. Mais revenons à la Terre. Pythéas, comme Aristote, son contemporain, ont tous deux en tête de vouloir prouver que la Terre est bien une sphère et vérifier ainsi l'hypothèse de Platon. Retournons en ville et allons voir ce que fait Pythéas. Il est en train de déterminer la latitude de Massalia avec son gnomon. Il guette le moment de midi pour mesurer la longueur de l'ombre, car aujourd'hui c'est l'équinoxe. C'est quoi l'équinoxe? C'est le jour qui marque le début du printemps. À cette date, le jour dure autant que la nuit. Au cours de la journée, l'extrémité de l'ombre du gnomon décrit sur le sol une ligne droite. Pythéas s'intéresse au moment où le soleil est au plus haut dans le ciel, ce qui se produit quand il est plein sud à midi solaire. À ce moment-là, la longueur de l'ombre est la plus courte. Que va faire Pythéas? Il a divisé la hauteur de son gnomon en 120 unités et il vient de mesurer que son nombre est égal à 111. En divisant 111 par 120, cela lui permet d'obtenir la latitude de Massalia. Ce rapport correspond à la tangente de l'angle de la latitude. En faisant le calcul, on obtiendrait un angle de 42 degrés et 46 minutes. À cette époque, on ne comptait pas encore en degrés. On utilisait des fractions de circonférence. Pythéas avait réussi l'exploit de trouver la latitude de Marseille avec un écart de moins de 1/2 degré. C'est fantastique! Grâce à ce calcul, Massalia devient ainsi la première ville au monde dont on connaît la position géographique avec une grande précision. La latitude de Byzance n'était connue à l'époque qu'à 4 degrés près. Marseille servira ainsi de point d'ancrage à la première cartographie de la Méditerranée et de l'Europe. Mais Pythéas pourra mesurer les latitudes d'autres lieux grâce à sa connaissance de l'obliquité de l'écliptique. Quoi? L'obliquité mesure de combien est penché l'écliptique par rapport au cercle décrit la nuit par les étoiles. Les cercles décrits par les étoiles sont, en raison de la rotation de la Terre sur elle-même, parallèles à l'équateur céleste qui n'est autre que l'équateur terrestre projeté dans le ciel. L'obliquité représente donc l'angle que fait l'écliptique avec l'équateur céleste. C'est aussi l'angle de l'axe de la Terre avec la verticale au plan de son orbite autour du Soleil. Ah oui, et comment les savants grecs ont-ils fait pour calculer cette obliquité? Ce n'est pas bien compliqué si un peu de géométrie ne te fait pas peur. Il suffit de mesurer la longueur de l'ombre d'un gnomon à midi solaire aux 2 solstices. Aux sottises? Pas sottise, solstice. Les solstices sont les dates qui marquent le début de l'été et de l'hiver. Ce sont les 2 moments de l'année où l'ombre à midi est la plus courte et la plus longue. Eh bien, en mesurant les longueurs de l'ombre à midi, ces 2 jours-là, on calcule les hauteurs respectives du Soleil. La différence de hauteur correspond au double de l'angle entre l'équateur et l'écliptique. Eunopide de Chios avait déjà évalué cet angle et obtenu 24 degrés. Et Pythéas, qu'a-t-il trouvé? En utilisant la méthode des divisions sur un cercle de rayon égal à la hauteur de l'obélisque, il a déterminé une valeur de 11/166e de circonférence. Ce qui correspond pour nous à un angle de 23 degrés et 51 minutes. Gassendi renouvela l'expérience le 21 juin 1638 dans le collège de l'Oratoire à Marseille. En utilisant un fil à plomb de 16 mètres et demi, il obtint une mesure sensiblement différente de celle de l'époque de Pythéas. Laplace expliqua un siècle plus tard que l'obliquité de l'écliptique varie entre 21 et 24 degrés en raison de l'influence des grosses planètes proches de la Terre. Hé l'ami, je viens de voir Pythéas qui discute avec des gens près du marché. On va voir ce qu'ils font? Allez, Qui sont ces gens? ce sont quelques-uns des dirigeants de Massalia, marchands pour la plupart. Ils appartiennent à l'assemblée des 600. On les appelle les Timouks. Pythéas est sans doute en train de les convaincre de l'intérêt de ces recherches qui nécessitent d'entreprendre un voyage sous d'autres latitudes.
Et qu'ont-ils à y gagner là-dedans? On se le demande. Accroître le prestige de leur cité? Peut-être que certains s'imaginent pouvoir trouver une nouvelle voie d'acheminement pour l'étain et l'ambre. Que veut-il? Si j'ai bien suivi, Pythéas est en train de solliciter les archontes, les magistrats qui dirigent la ville, pour qu'ils financent son expédition scientifique. Pythéas entend naviguer vers le nord pour établir une table de latitude. Ce n'est pas une mince expédition, il a besoin de fonds pour la financer. Et quel est son intérêt dans tout ça? Grâce à des observations astronomiques, il pourrait vérifier la théorie de la Terre ronde et en mesurer la circonférence. Il va embarquer dans ce bateau? Il a l'air robuste. Oui, il devrait pouvoir résister aux vagues de l'océan Atlantique, qui, dit-on, est plutôt tumultueux. Je suis bien tentée de l'accompagner dans son périple. Tu viens avec moi? Non merci, j'ai vite le mal de mer en bateau. Ils embarquent des pommes. Finalement je viens aussi. On se retrouve à bord. Oh, le Beaufort! Chut, moins de bruit. Les colonnes d'Hercule sont aux mains des Carthaginois. Ils entendent préserver leur monopole du commerce extérieur à la Méditerranée. Ils pourraient imaginer que notre bateau leur fasse de la concurrence. Pythéas ne tient probablement pas à se faire remarquer. Les colonnes d'Hercule sont l'ancien nom donné au détroit de Gibraltar. Rien à voir avec la côte d'Ibérie, qu'on a longée pendant ces 12 premiers jours. Les escales étaient plutôt agréables. Ouf, nous voilà enfin sur le vaste océan Atlantique. On va quand même garder un œil sur les côtes afin de ne pas les perdre de vue. Enfin, la terre ferme! On va faire un tour? C'est parti! Mince, le bateau s'est échoué sur le sable. Va-t-il pouvoir repartir? Oui, bien sûr, mais Pythéas doit être bien étonné. Il n'est pas habitué à de telles variations du niveau de la mer. Ce mouvement de va-et-vient porte le nom de marée. On vient de lui expliquer que la mer se retire puis revient 2 fois par jour avec un petit décalage. C'est très curieux cette régularité. Et c'est dû à quoi? Pythéas soupçonne que le mouvement de va-et-vient de l'eau est en relation avec la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune revient ici chaque jour dans le ciel avec le même temps de retard. Il vient aussi de constater que l'eau est haute juste après le passage de la Lune au plus haut dans le ciel. Ça fait beaucoup de coïncidences. Il pourrait aussi remarquer que l'eau est montée quasiment à son maximum, car c'est la pleine Lune. Ce sera bien moins haut au moment des premiers et derniers quartiers, quand on voit la Lune à moitié éclairée. Et si c'est bien la Lune qui est la cause des marées, pourquoi l'eau remonte quand la Lune est de l'autre côté? Pythéas n'en a aucune idée. Sans la Lune, l'eau sur Terre formerait une sphère parfaite et la seule force qui s'exercerait serait la pesanteur. La Lune produit une attraction sur la Terre, mais chaque endroit subit une influence différente en fonction de sa distance à la Lune. L'eau située face à la Lune subit l'attraction la plus forte, la partie solide de la Terre subit quant à elle une influence moyennée en son centre, tandis que l'eau située de l'autre côté subit une influence amoindrie. La surface de l'eau côté Lune ainsi que de l'autre côté prennent alors la forme d'un bourrelet. En raison de la rotation de la Terre sur elle-même, les bourrelets se déplacent à la surface de la Terre et engendrent 2 marées par 24 heures. Mais en tournant autour de la Terre en 27 jours environ, la Lune se décale et un lieu donné verra les marées prendre un retard de 50 minutes chaque jour. Des marées hautes se produisent donc toutes les 12 heures 25 minutes. Celles de la mer Méditerranée sont de faible amplitude. À Marseille, on observe généralement 20 cm de différence au maximum entre le niveau le plus haut et le plus bas. Le Soleil produit aussi des marées, mais elles sont 2 fois plus faibles que celles de la Lune en intensité. Son action s'ajoute ou se retranche à celle de la Lune en fonction de leur position respective, d'où des variations continuelles du niveau de l'eau à chaque marée. Où on est maintenant? Après notre halte dans la cité de Gadès, nous avons dépassé le Cap Sacré. Gadès, en Espagne, est l'ancien nom de Cadix.
et le cap Sacré au Portugal se nomme aujourd'hui le cap Saint-Vincent, pointe sud-ouest de la péninsule. Là, on est en train de remonter de cap en cap, jusqu'en Armorique. L'Armorique est le nom donné à la Bretagne. Ils firent une escale à Penmark. Ils doublèrent ensuite l'île d'Ouessant et naviguèrent vers la pointe des Cornouailles. Il y a pas mal d'îles au large de la péninsule armoricaine. Tu sais, nous parcourons environ 1000 stades par jour. Un stade valant 157 mètres et demi, on peut penser qu'il se déplaçait d'environ 157 km par jour. Que vient faire Pythéas ici? Nous sommes maintenant dans une région connue pour être très riche en étain, les îles Cassitérides, du grec kassiteros qui signifie étain. Pythéas est un scientifique et un explorateur. Il s'intéresse à l'astronomie, à l'océan, mais aussi au mode de vie des habitants des régions qu'il visite. Regarde comment ils exploitent ce minerai. Il entre dans la composition du bronze, qui sert à fabriquer des armes pour se protéger des ennemis. On le voit toujours faire des mesures. Pythéas évalue la latitude partout où il se trouve avec son gnomon. Il trouve une valeur de plus en plus élevée. En mer Celtique, il avait trouvé 54 degrés et estimé la distance à Marseille à 6300 stades. Au nord de la Grande-Bretagne, il a mesuré 58 degrés et estimé la distance à 9100 stades, calculée à partir du nombre de jours de navigation. En termes actuels, ces valeurs correspondent à 990 et 1430 km. Les angles mesurés pour les latitudes lui ont permis de confirmer une certaine courbure pour la Terre. Plus d'un siècle avant Ératosthène, Pythéas était en mesure de déterminer la circonférence terrestre et de lui donner la valeur de 39 500 km. Elle est en réalité de 40 074 km à l'équateur. Nous venons de quitter une grande île et pris la direction du nord. A-t-on une idée de sa forme? Oui, grâce aux nombreux relevés de latitude effectués, au cap pris et au temps mis pour parcourir les différentes étapes, Pythéas a pu décrire la forme de la Grande-Bretagne. Il la trouve plutôt triangulaire, mais avec des côtés inégaux. Pythéas y a rencontré pas mal de gens. Il a dit qu'il les trouvait sympathiques et bien éloignés de la ruse et de la méchanceté des gens qu'il côtoie autour de la Méditerranée. Il y en a même qui m'ont donné à manger. En tout cas, ce sont de bons buveurs. Oui, par contre, ils ne boivent pas de vin, mais une liqueur fermentée à base d'orge qu'ils appellent bière. Et dis-moi, la nuit, que fait l'équipage pour déterminer la direction à suivre? Il utilise les étoiles, bien sûr. Certaines se lèvent du côté de l'est et d'autres disparaissent du côté de l'ouest. En regardant plus attentivement, on constate que certaines d'entre elles ne se couchent jamais. On les nomme les étoiles circumpolaires. Sous nos latitudes, il n'y a guère que quelques étoiles qui sont toujours visibles dans le ciel. Celles de la Grande Ourse, de la Petite Ourse, du Dragon, de la Girafe, de Cassiopée et du Roi Céphée. Au-delà du 65e parallèle, Pythéas a observé qu'un plus grand nombre de constellations ne se couchaient plus. Il y avait en plus la couronne boréale, le Bouvier, le Petit Lion, le Cocher, Persée, le Cygne, la Lyre ou encore Hercule. On voit les étoiles tourner autour d'un point fixe dans le ciel. À cet endroit, il n'y a pas d'étoiles, mais Pythéas en a trouvé 3 à proximité, formant avec lui un losange. Ce sont les étoiles Tuban et Kappa du Dragon, ainsi que Kokab de la Petite Ourse. La Terre tourne sur elle-même en un jour autour d'un axe qui passe par les pôles nord et sud. Si on prolonge cet axe vers la voûte céleste, on trouve 2 points immobiles dans le ciel. Ce sont les pôles célestes. Au fil du temps, l'axe de la Terre vacille, comme une toupie pourrait le faire, sur une période de 26 000 ans. De nos jours, cet axe est dirigé dans l'hémisphère nord vers l'étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse, qu'on appelle l'étoile polaire. J'ai l'impression que ce centre de rotation est de plus en plus haut dans le ciel. Bien vu, et il se rapproche de la verticale du lieu où l'on se trouve, qu'on appelle le zénith. Est-ce qu'on finira par le voir au zénith? Non, nous n'irons pas jusqu'au pôle Nord. Regarde comme il fait de plus en plus froid. Si ça continue, l'eau elle-même se retrouvera gelée et on ne pourra plus avancer. Ouais, qu'est-ce qui fait froid malgré la saison?
Tu crois qu'il y a quelque chose plus au nord? Les habitants que Pythéas a rencontrés parlaient d'une grande île nommée Thulé, mais il veut juste vérifier que la durée de la nuit diminue, et pour cela, il n'est pas utile d'être sûr de la terre ferme. C'est la belle saison, on devrait pouvoir avancer plus au nord sans être bloqué par la glace, d'après ce qu'ils ont dit. Si la durée de la nuit est de plus en plus courte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on devrait finir par voir le soleil tout le temps. Même à minuit? Oui, si la Terre est bien sphérique, en se rapprochant du pôle Nord, on se retrouvera dans une situation où on verra le soleil nous tourner autour sans jamais passer sous l'horizon. Plus on se déplace vers le nord, et plus le nombre de constellations circumpolaires augmente. Ainsi, même des constellations situées le long du cercle de l'écliptique deviennent circumpolaires. Lorsque le soleil se trouve au devant de l'une d'elles, entre l'équinoxe de printemps et celui d'automne, il reste toujours visible au-dessus de l'horizon. Nous y voilà! Le soleil s'est approché de l'horizon nord comme s'il allait se coucher. Mais au bout d'un moment, le voici qui remonte doucement sans avoir disparu à aucun moment sous les flots. C'est surprenant! On peut penser qu'en montant encore plus haut en latitude, on le verrait pendant des semaines, puis des mois. Au niveau du pôle, il ne se coucherait plus pendant 6 mois. En tout cas, vu la température qu'il fait déjà ici, je ne tiens pas à aller encore plus au nord. D'ailleurs, pourquoi fait-il si froid alors que le soleil ne se couche pas? C'est à cause des nuages qui le cachent souvent? Pas vraiment. Le soleil dans ces régions ne monte jamais bien haut dans le ciel. Ses rayons qui s'étalent sur le sol réchauffent moins bien. À Massalia, le soleil monte bien plus haut et ses rayons arrivent plus verticalement. Ainsi, il réchauffe plus. Regarde la différence d'éclairage de la feuille de papier en fonction de l'angle avec lequel la lumière lui parvient. Ah oui, c'est plus clair comme ça. Et le soleil peut monter encore plus haut que chez nous. Il y a quelques années de cela, Alexandre le Grand avait demandé à Néarque, l'amiral en chef de sa flotte, de lancer une expédition d'exploration sur la mer qui s'étend du golfe Persique jusqu'en Inde. À cette occasion, Néarque et ses marins avaient remarqué qu'en allant vers le sud, il leur arrivait de ne plus avoir d'ombre, le soleil se trouvant au zénith, soit exactement au-dessus de leur tête. Et en continuant encore plus au sud, ils pouvaient carrément voir leur ombre défiler dans la direction du sud, au lieu du nord comme c'est le cas en Méditerranée. Ça doit faire drôle de voir le soleil vers le nord et qui se déplace en sens inverse dans le ciel. Regarde, on commence à voir apparaître des glaçons sur la mer. Il fait tellement froid que même l'air semble cristallisé. Pythéas vient d'écrire dans ses notes de voyage: il n'existe plus de véritable terre, ni de mer, ni d'air, mais une combinaison de ces éléments, comme un poumon marin. Mais c'est quoi un poumon marin? Le poumon marin est le nom qu'on donne aux méduses. Tout se trouve en suspension, comme des méduses nageant entre deux eaux. On a l'impression que le ciel et la mer se rejoignent. Ça va rendre la navigation impossible. Cette vision, où se mêlent iceberg et brouillard, terrorise les marins. Ouais, pas que. Et on va où maintenant? Ils ont décidé de rebrousser chemin. Pythéas navigue vers le sud-est et attend de trouver la mer hyperboréale. La mer hyperboréale est l'autre nom donné à la mer Baltique, qui borde la partie méridionale de la Norvège. Regarde cette île immense. Les indigènes la nomment Abalus et Pythéas l'a baptisée Royale, peut-être en référence à l'Atlantide, abritant le palais de Poséidon que l'on disait recouvert d'ambre. On va s'y arrêter. C'est ça de l'ambre? L'ambre sert à la réalisation de beaux bijoux qui sont très appréciés chez nous. Et regarde, on dirait qu'il y a un insecte piégé à l'intérieur. Ce moustique a été pris au piège dans une coulée de sève d'un conifère sur lequel il s'était posé il y a des millions d'années. La sève fossilisée a préservé l'insecte pour la postérité. Bon sang, il y en a partout sur la plage. Maintenant que Pythéas est venu à bout de son expédition, il vient de décider de rentrer à la maison. Youpi, je commençais à en avoir assez de ce froid. Chez nous, la température est bien plus agréable. Le temps se gâte, mettons-nous à l'abri. Pas besoin de me le dire 2 fois.
Pythéas arrive encore à écrire malgré ce temps? Ne va pas le déranger, il profite du voyage de retour pour noter tout ce qu'il a vu. On est arrivé! Pythéas va pouvoir raconter tout ce qu'il a vécu et les découvertes qu'il a faites. Il en a des choses à dire sur les latitudes des différents lieux rencontrés qui, avec les distances parcourues, nous donnent une idée de la forme et de la taille de la Terre, sur les marées océaniques, sur la richesse des terrains remplis d'étain, sur l'ambre pour lequel il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser, sur un soleil qui ne se couche pas et une mer qui se glace. C'est si extraordinaire que personne ne voudra le croire. Tu ne crois pas si bien dire, les esprits ne sont pas encore prêts à accepter tout ça. J'imagine qu'on le prendra pour un menteur. C'est l'inconvénient d'être trop en avance sur son temps. Si Pythéas a bien tracé la route maritime de l'Étain et de l'Ambre, après lui, et pendant longtemps, cette route ne sera pas exploitée. Plus aucun autre voyage de cette ampleur ne fut organisé durant toute l'Antiquité. Des générations plus tard, les plus grands savants rendirent hommage à son génie, tandis que quelques autres le traitèrent de menteur. On avait bien compris que la Terre était ronde, mais on restait persuadé que la Méditerranée en était le centre, et qu'il était impossible de vivre au-delà du 45e parallèle. Or Pythéas avait constaté que la vie existait bien au-delà du 60e parallèle. Plutôt que de remettre en question les conceptions du monde, on préféra penser qu'il avait tout inventé. Pourtant, grâce à Pythéas, l'Europe fut mieux connue géographiquement et ethniquement. Il a permis de dessiner les contours de l'archipel britannique et d'une partie des côtes de la Baltique. Il a aussi, dans ses écrits, évoqué une île, Thulé, qui est sans doute l'Islande. Géographe et astronome, Pythéas a acquis par son talent et son génie une renommée internationale. Il avait calculé à l'aide de ses gnomons la courbure de la Terre, ce qui permettait d'en envisager la taille. En considérant la portion du monde connue à l'époque, on pouvait se douter qu'il devait y avoir, au-delà des rivages connus, bien d'autres terres de l'autre côté de l'océan.